Le temps, en fin de compte, de vous remercier, mesdames et messieurs, d'être présents aujourd'hui et de remercier aussi les organisateurs de cette université d'été de m'avoir invité donc, à vous parler des pratiques enseignantes sous l'angle des neurosciences éducatives, c'est des psychologies. Alors c'est vrai qu'il est 14 h, après le repas. Le moment pour aborder ce sujet est peut-être mal choisi. Mais je vais faire mon possible pour que vous restiez attentifs. D'ailleurs, je vais commencer par une question volontairement provocante, qui est: les neurosciences présentent-elles un intérêt pour le personnel éducatif? Bon, vous voyez que les provocations scientifiques... En tout cas, voilà, les neurosciences présentent-elles un intérêt pour les enseignants, les éducateurs, les directeurs, les psychologues, les conseillers pédagogiques que vous êtes? Je répondrai sans doute. Tout comme toute autre science apporte son lot de connaissances. Alors les neurosciences, on l'a dit et redit déjà lors des conférences ce matin, c'est un domaine d'étude, vous l'avez compris, qui porte sur le système nerveux et particulièrement sur le cerveau. Alors, que permettent les neurosciences? Eh bien, elles permettent notamment de confirmer, d'infirmer ou de nuancer un certain nombre d'éléments qui portent sur le fonctionnement et le développement du cerveau. Elles permettent également de théoriser ce que nous savions déjà. Certains chercheurs en neuropsychologie et en imagerie cérébrale, comme Francis Eustache, reconnaissent d'ailleurs le fait que de nombreux concepts ont été validés de longue date par les sciences de l'éducation et sont déjà appliqués dans les écoles. Ce que permet les neurosciences, c'est de les théoriser. Voilà un message assez clair. Que permettent d'autres les neurosciences? Eh bien, de comprendre la maturation du cerveau. C'est loin d'être négligeable comme avancement. Il semblerait que le cerveau termine son développement et arrive à maturité vers l'âge de 25-30 ans, et non plus au cours de l'adolescence, comme cela a longtemps été suggéré. On sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, qu'un individu peut produire de nouveaux neurones tout au long de sa vie, à condition de respecter certains principes. Et j'en aborderai un tout à l'heure, comme fuir la routine ou les automatismes. On sait également que le cerveau se développe de l'arrière à l'avant, ce qui peut expliquer certaines difficultés qu'ont nos adolescents à prendre des bonnes décisions parfois. Par l'utilisation d'outils perfectionnés, il est possible donc de visualiser les corrélats cérébraux de changements cognitifs. Les neurosciences permettent notamment de localiser les activations cérébrales en fonction des exercices demandés. Les neurosciences sont ainsi capables de fournir des représentations du cerveau, et c'est fort important d'être au clair là-dessus. Ce sont des représentations du cerveau après moult traitements d'informations, moult modifications, ce que laissent voir les neuroscientifiques quand ils vous montrent une image du cerveau, imagerie cérébrale, eh bien, ça a fait l'objet de pas mal de traitements et d'interprétations. Il faut en être conscient quand on a sous les yeux ce genre d'images. Alors voilà, brièvement, quelques-uns des apports majeurs des neurosciences. Mais en tant que personnel éducatif, je pense que nous avons besoin de savoir si nos pratiques d'enseignement sont efficaces ou pas. Nous avons besoin de savoir si nos élèves ont atteint ou pas les objectifs fixés. Nous avons besoin de savoir si nos élèves s'améliorent ou pas. Et il est important de ne pas perdre ça de vue, de ne pas perdre les objectifs pédagogiques de vue. En ce qui me concerne, précédemment en tant qu'enseignante en histoire géo, ou alors aujourd'hui à l'université, les mêmes questions se posent, j'éprouve vraiment le besoin de connaître les mécanismes d'apprentissage de mes élèves et pas forcément de savoir que c'est le cortex singulaire, rétrospinal qui participe au traitement des informations visuospatiales. S'intéresser et se documenter en neurosciences, connaître les grands principes du fonctionnement et du développement cérébral est évidemment intéressant. Mais il ne serait pas raisonnable d'exiger de chacun d'entre vous que vous maîtrisiez la neuroanatomie. Ce qui, par ailleurs, comme je le présenterai, serait loin d'être suffisant pour bien enseigner, mieux enseigner.